Les troubles musculo-squelettiques, première cause de maladies professionnelles, touchent chaque année des milliers de travailleurs, bouleversant leur quotidien et impactant fortement les entreprises. Mais que se cache-t-il derrière ces douleurs persistantes et comment mieux les prévenir ? Pour répondre à ces questions cruciales, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Jean-Noël Amato, psychologue du travail à l'ARACT et expert en santé au travail, ergonome européen. Entre facteurs physiques, psychosociaux et innovation dans la prévention, il nous éclaire sur les clés pour un environnement de travail plus sain et durable. Bienvenue dans ces causeries de la qualité de vie et des conditions de travail, et nous abordons une nouvelle série extrêmement passionnante et ô combien importante, les troubles musculo-squelettiques, en recevant Jean-Noël Amato, que nous connaissons bien maintenant. Merci. Bonjour oui, Jean-Noël. J'aime toujours venir autant ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler du coup des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Alors depuis que je viens, on a utilisé quand même beaucoup de sigles. On est parti de QVT, qualité de vie au travail, QVCT, qualité de vie et conditions de travail. L'année dernière, on a fait tout un cycle sur les RPS, les risques psychosociaux. Et dans ce cycle, j'avais introduit un peu les troubles musculo-squelettiques. Je vous avais dit, il y a peut-être des risques musculo-squelettiques, des troubles musculo-squelettiques. Et là, aujourd'hui, on va vraiment faire un nouveau cycle et une plongée dans la prévention des troubles musculo-squelettiques. Alors, les fameux TMS, encore un acronyme. Voilà. Et pour cela, en préparant cette émission, donc on va parler d'ergonomie au travail en réalité, parce qu'il y a beaucoup de troubles de TMS qui sont liés aussi à des questions d'ergonomie au travail, qui était une véritable spécialité, mais qui n'est pas vraiment réglementée. Et donc c'est pour ça que je précisais dans l'introduction, vous êtes officiellement à La Réunion le premier ergonome européen en titre sur ces questions de l'ergonomie du poste de travail et des conditions de travail. C'est ça. Alors depuis décembre 2023, oui, j'ai obtenu du coup la certification ergonome européen. Alors je ne suis pas le premier, il y en a déjà eu un à La Réunion il y a quelques années, mais il est reparti dans l'Hexagone. Alors cela dit, il continue quand même de temps en temps à interagir avec les partenaires de la prévention. Donc je l'ai déjà rencontré. Il revient parfois à La Réunion, mais du coup là en poste sur l'île, du coup je suis félicitations. Donc vous êtes psychologue du travail, vous êtes un spécialiste, un expert de la santé au travail, vous êtes intervenu sur beaucoup de sujets, on l'a vu dans le cadre des causeries sur la qualité de vie et les conditions de travail. Alors revenons maintenant spécifiquement sur ces affections. Quand on parle de TMS, de quoi parle-t-on en fait ? Alors c'est ça, les troubles musculo-squelettiques, déjà il faut les définir. Et on est vraiment sur des troubles, c'est-à-dire des pathologies. Et on a deux grandes définitions. La définition du ministère du Travail et puis la définition du ministère de la Santé. L'ARACT, nous, on est sous la tutelle du ministère du Travail. On agit avec l'inspection du travail et la DETS. Et du coup, notre définition des troubles musculo-squelettiques, c'est la suivante. Donc, les troubles musculo-squelettiques, ça se manifeste progressivement. Ça peut entraîner la perte de fonction du système musculo-squelettique, donc des mouvements. Ça se caractérise par des douleurs. Alors, en premier lieu, des douleurs périphériques. Plus on va se rapprocher de la colonne vertébrale, plus les douleurs vont être intenses, mais également les dispositifs pour venir compenser ou prévenir ces troubles musculo-squelettiques vont être compliqués à mettre en place. Il vaut mieux agir dès que c'est encore le canal carpien, au niveau du poignet, le coude, dès qu'on arrive sur les coiffes rotateurs, donc les épaules, là déjà c'est déjà de plus en plus délicat. Donc voilà, donc ça entraîne des douleurs, des gênes pour les mouvements. Et le point important, c'est sans mesure de prévention, ça peut entraîner une incapacité ou une inaptitude au travail. Je reviendrai un peu plus tard sur les inaptitudes au travail, puisque à La Réunion, on a ce qu'on appelle un observatoire des inaptitudes. Dans le prochain épisode, du coup, je vous présenterai les résultats de cet observatoire. Et donc, du coup, ça va entraîner une incapacité au travail
ou des incapacités dans la vie quotidienne. Donc les éléments clés, c'est vraiment c'est la nature progressive des TMS. On est vraiment sur des troubles musculo-squelettiques, on n'est pas sur des risques. Le risque, c'est la probabilité d'apparition d'eux. Mais là, on est vraiment sur les TMS, on est encore sur des troubles. Une fois que c'est apparu, on va venir les soigner. Mais à ma connaissance, il y a peu d'éléments sur les risques musculo-squelettiques. On a des facteurs aggravants, ça on arrive à bien les déterminer, mais vraiment les risques musculo-squelettiques, là c'est un peu plus délicat. Donc la nature progressive, je vous ai dit donc périphérique et puis progressivement ça va se rapprocher de la colonne vertébrale, un impact fonctionnel, douleur et gêne, des conséquences graves sans prévention. Le ministère du Travail insiste sur le côté il faut venir prévenir l'apparition des TMS et prévenir au sein de l'organisation du travail. Donc vous intervenez au niveau de l'ARACT aussi sur ces questions-là lorsque vous êtes sollicité, ou est-ce que vous avez une capacité aussi à intervenir à votre propre initiative? Alors là, c'est quand on est sollicité et on va surtout intervenir... on intervient avec la CGSS Réunion. Moi, je fais partie du COPIL TMS. J'essaie de faire partie de la coordination des différentes interventions. Et puis, du coup, lors de nos interventions, lorsqu'on va venir privilégier la prévention primaire, donc la prévention organisationnelle, on va avoir une petite lampe qui va s'allumer en disant il faut prendre en compte la sensibilisation aussi, des chefs d'entreprise est très importante, des salariés bien évidemment, ou des acteurs des organisations. Et donc vous avez une deuxième définition au niveau du ministère de la Santé. C'est ça. Alors du coup, une définition qui est beaucoup plus pragmatique, on va dire, mais orientée santé. Donc c'est vraiment les TMS vont toucher alors du coup directement les articulations, alors notamment les membres supérieurs, épaules, coudes, mains, poignets, doigts, et ainsi que le bas du dos. Donc l'activité professionnelle du coup peut jouer un rôle dans leur apparition, leur durée et leur aggravation, notamment lorsque l'organisation du travail, donc nous on disait l'organisation du travail va venir prévenir l'apparition des TMS, le ministère de la Santé qui est plus orienté sur le trouble est installé. L'organisation du travail peut faire émerger du coup deux types de risques, les risques physiques et puis les risques psychosociaux. Donc les risques physiques, c'est vraiment les gestes répétitifs, le travail statique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Position articulaire extrême, port de charges lourdes. On le reverra un petit peu plus tard. Il y a aussi les températures extrêmes, le extrêmement chaud ou extrêmement froid. À La Réunion, en fait, on est très impacté par le extrêmement chaud. Alors que la plupart des travaux sont menés. Alors il y a beaucoup de travaux qui sont menés en Europe ou en Amérique du Nord. Et donc du coup, il y a vraiment des focus sur l'impact du froid. Mais l'impact de la chaleur, on n'y pense pas forcément. Moi, quand je suis arrivé à La Réunion, mes premières interventions dans différentes entreprises, j'étais là, tant qu'ils ne sont pas dans des frigos, il n'y a pas de souci. Et puis au bout d'un moment, j'étais là, mais ils sont quand même à 30 degrés dehors. Là, il faut que... Et donc, du coup, les températures extrêmes, c'est le froid, mais c'est aussi le chaud. Alors, dans la série des définitions, vous avez aussi d'autres définitions sur la description, la localisation. On rentre un peu plus dans le détail du... C'est ça. Et donc, du coup, j'avais caractérisation en fait des TMS. Voilà. Et donc là, du coup, j'avais refait un petit tableau, vraiment avec les différents critères, description, localisation, cause, facteurs physiques, facteurs psychosociaux, les atteintes. Et puis, du coup, je voulais mettre en évidence vraiment cet aspect organisation du travail. Donc, dans la première définition que je vous ai donnée, qui était la définition du ministère du Travail, l'organisation du travail pour prévenir l'apparition des TMS, donc un changement organisationnel, et c'est vraiment de la prévention primaire, alors que dans la définition du ministère de la Santé, l'organisation du travail est plutôt vue comme un facteur aggravant. Les TMS. Deux approches, parce que c'est pas leur objectif d'intervenir dans les entreprises, contrairement effectivement au ministère du Travail. Ils le font, ils interviennent quand même dans les entreprises, mais ils ont vraiment une approche, il faut faire disparaître ce trouble
Une fois qu'il s'est manifesté. Alors, évidemment, c'est un champ de recherche qui existe depuis de nombreuses années, la question du travail, du poste de travail, de l'ergonomie au travail, y compris, alors évidemment, avec des objectifs d'impact sur la productivité, mais des conséquences qui peuvent être aussi des troubles qui sont générés en fonction des types de postes qui sont mis en place. Oui, clairement, alors ça fait très très longtemps qu'on s'intéresse aux troubles musculo-squelettiques. Du coup, je vous ai remis ici un article qui est sorti en mai 2024, donc qui est vraiment du coup l'article de référence depuis mai 2024. Il est excessivement régulièrement cité. C'est une revue de littérature qui est parue donc, dans le Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, et ça reprend du coup tous les articles qui ont été publiés sur les 50 dernières années, donc depuis 1974. Ça fait environ donc, un peu plus de 470 articles dans 25 pays à travers le monde. Et ça fait une dizaine d'articles par an sur le sujet des TMS depuis 50 ans. Donc un article par mois, un article scientifique par mois porte sur les TMS. Alors, j'ai repris un peu la base de données de cet article, et du coup, j'ai un peu retravaillé sur quelles étaient les thématiques qui étaient explorées depuis 50 ans. Donc là, sur ce graphique, on peut voir du coup les 5 principaux thèmes, les 5 thèmes clés des troubles musculo-squelettiques. En premier arrive la définition. On est parti du coup OK, il y a une définition qui dit par exemple l'organisation du travail, c'est un moyen de prévenir, et une autre définition qui dit l'organisation du travail, c'est un facteur aggravant. Et donc, il y a pas mal de discussions sur des aspects scientifiques sur comment on va venir définir les troubles musculo-squelettiques. Et puis du coup... Alors justement, il faudrait décrire l'image, parce que, comme vous le savez, ces émissions sont diffusées bien sûr en vidéo. Les caractères sont écrits assez petits, mais aussi en podcast. Donc, il faut expliquer et décrire, si possible, de façon orale, le graphique que l'on est en train de voir, qui est extrêmement intéressant. Alors, du coup, c'est un diagramme. On a donc 5 lignes qui vont de la définition, l'exposition à des facteurs pouvant venir aggraver les TMS. Tout d'un coup, on voit apparaître au milieu, en 3e position, les conditions de travail, l'impact des conditions de travail sur les TMS. Puis apparaît les risques psychosociaux, puis vraiment les TMS, cette combinaison. Alors, c'est toute l'émergence en fait de ce qu'on appelle les modèles biopsychosociaux. Donc des modèles le plus holistique possible et le plus large possible pour venir expliquer comment apparaissent les troubles musculo-squelettiques. Et puis la dernière ligne, du coup, c'est les modèles qui vont venir expliquer les troubles musculo-squelettiques. Ensuite, on a donc ça, c'est les 5 thèmes clés de recherche sur les troubles musculo, donc de la revue de littérature qui porte sur ces 50 dernières années, l'ensemble de ces 474 articles. Voilà. Et du coup, en largeur, en fait, donc sur l'axe horizontal, on a le pourcentage. Donc par exemple, depuis 50 ans, les définitions, donc la recherche de définition des TMS sur cet ensemble de 470, un peu plus de 470 articles, ça représente du coup 12,5% des articles qui ont été publiés. Et on voit bien que ce qui intéresse le plus, ou en tout cas ce qui porte le plus à discussion, c'est vraiment l'impact ou la coordination entre, enfin pas coordination, c'est maladroit, mais comment les RPS et les TMS vont se chevaucher et avoir un impact mutuel. Alors, RPS, risques psychosociaux. Voilà, c'est ça. Donc les 6 grands facteurs de risques psychosociaux. Et les TMS, on n'a pas de RMS, risque musculo-squelettique pour le moment. C'est juste, oui, les vibrations, on va y penser, mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres qui viennent. Donc là, du coup, on voit vraiment que les 2 principaux champs ou thèmes qui ont un impact sur les TMS, donc c'est RPS et TMS, et puis tout de suite après, vraiment les conditions de travail, l'organisation du travail, cet impact, comment il va venir prévenir
l'apparition des TMS, mais également comment il va potentiellement aussi maximiser les troubles musculo-squelettiques. Alors vous avez d'ailleurs un beau graphique qui présente justement ces facteurs de risque. C'est ça. Donc on a eu, alors je l'ai en deux parties. Hein. Une première partie infographie où on voit en fait les différents facteurs de risque. Hein. Donc tout en haut, donc là il y en a 4, 8, 7. Il y en a 16 grands facteurs de risque. Le premier, et celui qui est le plus souvent cité, c'est personal factors, les facteurs individuels en fait. On n'est pas tous logis de la même façon face au TMS. Donc les facteurs individuels. Ensuite apparaît du coup la charge physique. Et tout de suite après, on retrouve à nouveau les facteurs psychosociaux, donc les relations de travail, l'environnement de travail. Et puis après, on a donc les postures peu favorables. Et c'est vraiment en dernier... C'est dégressif en fait, au niveau des pourcentages. Hein. Voilà, on a vu que les facteurs personnels représentent 16% des facteurs de risque. 14% pour la physique, les demandes physiques pour le travail, et puis 12% pour les facteurs psychosociaux. Voilà, donc c'est vrai que c'est dégressif quand on voit ce graphique, cette infographie. Et du coup, je voulais quand même vous montrer aussi le dernier petit carré de l'infographie. Alors tout en bas à droite. Voilà, où finalement on voit l'environnement froid, parce que les 50 pays, c'est vraiment des pays hémisphère nord, et donc du coup le facteur aggravant a plutôt été orienté sur froid. Mais ici à La Réunion, il faut vraiment garder en tête un des facteurs aggravants, c'est vraiment à moins de travailler au Piton des Neiges. Et donc, du coup, j'ai fait un petit diagramme de Pareto, là, où j'ai repris, du coup, pareil, ces facteurs de risque. Et en fait, je voulais comprendre comment ça se combinait et qu'est-ce qui pouvait expliquer, une fois sur deux, l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Et donc, du coup, dans le diagramme de Pareto, on retrouve donc les 16 facteurs de risque, hein, de facteurs individuels jusqu'à le facteur froid, hein, qui était à 5%. Qui est le dernier, oui, qui est à 5%, 3%. Et du coup, donc là, on a un petit diagramme un peu en escalier où on voit bien que les facteurs individuels, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et puis ensuite apparaît la demande physique et des facteurs psychosociaux. Et de l'autre côté, on a un petit diagramme en pourcentage. Et en fait, le diagramme de Pareto, c'est plus on va accumuler de facteurs, plus on va se rapprocher de 100%. De risque. C'est-à-dire que si on a l'ensemble des critères, des facteurs qui sont présentés ici, on est sûr d'avoir des troubles considérables. Voilà. Et là, du coup, pour être à un seuil de 50%, en fait, il suffit juste de cumuler des facteurs individuels, la demande physique au travail et les risques psychosociaux. Sur ces trois facteurs-là, ces trois facteurs de risque, on est déjà à 50% de risque de troubles. Je ne sais pas si je ne vois pas vraiment, mais est-ce qu'apparaît un petit peu le fait de ne pas avoir d'activité, d'être beaucoup assis, par exemple. La sédentarité. La sédentarité. Donc là, c'est le contraire. On ne sollicite pas la force physique, par exemple. On va plutôt être sur une situation de sédentarité. Est-ce que c'est un facteur aggravant, j'imagine? Alors, c'est pas forcément un facteur aggravant, mais en tout cas, c'est un facteur de risque qui est pris en compte. En fait, on le voit dans l'infographie. Là, mais la sédentarité, c'est aussi un risque émergent. Hein. Il y a encore, moi, quand j'étais à l'INRS en 2017, la sédentarité, c'était pas un facteur de risque. La sédentarité, aujourd'hui, c'est quand même aujourd'hui, voilà, on en parle énormément. Postes de travail devant un ordinateur, à ne pas bouger pendant des heures et des heures. Donc là, il y a des pour la prévention, justement, il faut prévenir ça, c'est-à-dire ne pas rester assis trop longtemps, bouger, aller faire quelques exercices, respirer. C'est ça, oui, hein, le mouvement, se déplacer, changer un peu d'environnement, c'est préconisé. Et du coup, donc c'est vraiment un facteur émergent. Et ça se voit sur la petite infographie, hein, c'est le 9e risque, travailler avec un PC ou une tablette, c'est le petit bonhomme en bleu. Je ne sais pas si vous le... On le voit sur le graphique, on le voit, oui, c'est le 9e facteur qui vient, qui vient sur la 3e ligne. Bon.
De toute façon, on va y revenir, je pense, un petit peu plus tard. Donc sur ces résultats-là, donc là, c'est extrêmement important. Et donc, du coup, ça impacte. Et donc, vous avez aussi identifié dans ces revues-là les zones qui sont impactées. C'est ça. Les zones qui sont impactées, et du coup avec aussi alors, des nouvelles zones qui émergent. Là, j'ai remis en parallèle les deux grands résultats. Donc le résultat de la revue de littérature, c'est le petit bonhomme qui porte une caisse, et en face, les parties du corps les plus touchées par les TMS, et ça, c'est les résultats de Amélie, donc de l'assurance maladie, sur lequel on voit bien que donc, les TMS, ça commence au niveau périphérique, un main-poignet doigt 38% de TMS, le coude 22%, l'épaule 30%, et puis ensuite apparaît le bas du dos avec un petit 7%, et puis les genoux 2%. Alors les genoux, ça touche vraiment des métiers vraiment spécifiques comme les carreleurs par exemple. C'est connu ça, pour les carleurs, effectivement. À genoux, et on n'y pense pas nécessairement. La revue de littérature, du coup, sur le petit bonhomme qui porte la caisse, a des résultats qui sont relativement proches. Tout d'un coup apparaît aussi le cou et la colonne vertébrale qui n'étaient pas forcément pris en compte. Alors, les données de Amélie, ce sont des données alors, qui sont consolidées et qui restent assez stables, mais qui datent de 2017. Donc, on est en 2025. Voilà, donc on voit apparaître le cou, les épaules, ça aussi, ce sont des choses qui n'apparaissent pas forcément d'ailleurs dans le graphique Amélie, c'est ça. C'est ça. Et là, par contre, la revue de littérature en mai 2024, voilà, apparition fait apparaître des épaules, mais les genoux aussi sont finalement plus impactés qu'on ne l'imaginait. Là, on a carrément doublé, c'est 2% à gauche, et du coup là le CNI, genou, 4%. Et je tenais juste à préciser du coup depuis alors c'est le 17 janvier, Intermetra a publié quelques résultats sur les troubles musculo-squelettiques à La Réunion, et comment ça s'appelle, pas la pénibilité mais on a l'observatoire des inaptitudes. Les inaptitudes, oui. Voilà, donc ils ont publié ça le 17 janvier, donc c'est tout récent. Et pour le coup, à La Réunion, l'impact sur la colonne vertébrale et le bas du dos, on est à 15,7%. Mais en fait, ce qui s'explique assez facilement, en fait, on a énormément de métiers dans la manutention à La Réunion. Voilà, mais en tout cas, les données viennent d'être mises en ligne, enfin publiées récemment. Donc vous avez repris ça sous forme aussi d'histogramme. Alors c'est vrai que c'est important de planter le décor au niveau des résultats de la recherche. Là, on parle sur des données extrêmement consolidées. On n'est plus sur des observations même locales, on est sur des observations internationales validées par la recherche. Donc c'est tout à fait utile de partir de là pour mettre en place les politiques de prévention. Oui, complètement. De toute façon, dans toute politique de prévention, aujourd'hui, on a besoin d'un état des lieux. Là, se prépare en ce moment le PRST 5, donc c'est Plan Régional Santé au Travail 5, donc 2025-2029. Et clairement, donc là, c'était il y a 2 jours, j'ai déjà commencer à présenter aux partenaires de la prévention un diagnostic territorial où on en est en termes de population, d'impact sur la santé, des conditions de travail. Donc on a des données et voilà, il fallait les collecter, les compacter, les remettre sous forme de graphique. Donc voilà, et ça va être dans le prochain PRST. Donc là, vous pouvez télécharger le PRST 4 est en ligne. Il y a déjà aussi cette partie diagnostic territorial, et puis ensuite, derrière, les fiches actions de prévention. Alors, on peut peut-être aller directement sur les données Santé publique France. Je pense que c'est important de mesurer effectivement ces chiffres qui sont effectivement très importants. Voilà, et donc là, en fait, l'idée, c'était de montrer l'impact des TMS. Donc, c'est vraiment la première cause de maladie professionnelle.
Alors, Santé publique France précise première cause de maladie professionnelle indemnisée. Ça veut dire qu'ils rentrent dans des tableaux des maladies professionnelles, et donc notamment les lombalgies. Voilà, il y a des tableaux pour ces types d'atteintes. Ça représente quand même 88% des maladies professionnelles reconnues par le régime général. Hein, donc, alors là, on est vraiment sur des chiffres sur l'Hexagone, hein, donc 44 492 cas en 2019. Et par contre, un autre chiffre qui était intéressant et sur lequel, pareil, on a une réflexion avec les partenaires de la prévention, hein, c'est que sur les TMS, il y a entre 53 et 73% de sous-déclaration selon les localisations. Donc, par exemple, je vous donnais l'exemple du genou, là, 2017, 2%, 2024, on a doublé, on est à 4%, mais on a aussi vraiment cet aspect sous-déclaratif, par exemple sur l'aide à domicile. Qui va privilégier, en fait, enfin, qui va privilégier, non, mais qui va parfois déclarer un accident qui pourrait être accident du travail comme un accident domestique. Donc, pareil, on a une sous-déclaration de ces atteintes. C'est une problématique qui est vraiment émergente à La Réunion et sur laquelle on est en train de réfléchir sur comment requalifier ces déclarations ou en tout cas il y a vraiment une réflexion sur cette sous-déclaration pour essayer de se rapprocher au maximum parce que ça va aider aussi les personnes, hein, il vaut mieux déclarer un accident du travail parce qu'en termes de prise en charge mais même aussi d'impact sur la carrière que dire bah non c'était juste un accident domestique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc là, du coup, pareil sur l'assurance maladie. Hein, donc depuis 2003, plus 60% de TMS. On a des chiffres qui sont absolument hallucinants. Hein, ça représente donc 87% des maladies professionnelles. Et tout d'un coup, le mal de dos, qui est de mieux en mieux défini et dont les impacts sont de plus en plus reconnus, voilà, représente du coup 20% des accidents du travail. On a une croissance sur ces pathologies-là. En 2017, ça représentait du coup 2 milliards d'euros en termes de dépenses en santé publique. Et personne n'est épargné. En 2021, on avait 60% de femmes qui déclaraient des TMS, soit du dos, soit des épaules. Hein, et je vous ai dit, les épaules, c'est vraiment... voilà, c'est presque tardif quand on en arrive là. Il vaut mieux essayer d'agir quand ça reste encore périphérique. Donc là, tout le monde est touché. C'est vraiment l'enjeu numéro 1 pour les entreprises, hein, c'est prévenir les TMS. Alors, il y a des dispositifs d'aide et de subventions qui existent. Alors, c'est plutôt la CGSS qui les distribue, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle le programme TMS Pro qui peut être... Donc, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, donc, il y a possibilité de se rapprocher de la CGSS pour obtenir des informations sur ce dispositif. Complètement. Il y a des aides, j'imagine, qui sont... Alors, il y a des aides un peu pour le diagnostic, mais pas trop. Mais en tout cas, clairement, pour l'achat de matériel... la mise en place de conditions de poste de travail, etc. Et surtout, alors, avant, il y avait comment dirais-je ? C'était peu avantageux pour les TPE, moins de 10 salariés. En fait, il fallait quand même faire des investissements à hauteur de 8 000 euros pour avoir une subvention. Aujourd'hui, l'investissement demandé, c'est dès 500 euros. La CGSS va venir et intervient, subventionner. subventionner. Donc là, il y a plus. Avant, il pouvait y avoir ce type de frein. Aujourd'hui, ce frein est vraiment levé. Il n'y a plus de restrictions. Avant, il y avait un seuil minimum. Maintenant, le seuil minimum est vraiment très, très minimum. Donc, même les TPE peuvent solliciter le programme TMS Pro. Alors, donc, justement, continuons donc sur ce panorama un petit peu général au niveau national sur les facteurs de risque, les premiers facteurs de risque. Qu'est-ce qu'on observe ? Alors, c'est ça. Le premier facteur de risque, c'est vraiment la manutention manuelle. Et je vous parlais des vibrations comme facteur aggravant, surtout dans le BTP. Alors, ce qui génère des vibrations, en fait, c'est les perceuses. Et en fait,
au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux types de vibrations. Les vibrations localisées au niveau des poignets coudes, donc tout ce qui est machine-outil. Et puis du coup, il y a aussi ce qu'on appelle les vibrations corps entier. Alors on n'y pense pas forcément, mais les chauffeurs de camions. Alors maintenant, ils ont des super sièges qui absorbent tout, mais pendant de longues années, c'était l'ensemble de leur organisme qui était soumis à un certain nombre de vibrations. Il y a la même chose pour les contrôleurs de train à la SNCF. Alors là, c'est plus dans l'Hexagone, mais en tout cas, pareil, il y a vraiment des plans spécifiques. Moi, quand j'étais à l'INRS, on travaillait du coup avec la SNCF pour limiter ces expositions corps entier. Donc voilà, donc vraiment la manutention manuelle, un premier facteur de risque. Et puis après, les chutes de plein pied ou les chutes de hauteur, mais c'est l'impact qui va venir déclarer le trouble musculo-squelettique. Donc là, on a les chiffres au niveau national en 2023. Donc les TMS, c'est vraiment 41 937 troubles musculo-squelettiques déclarés et reconnus. Et puis après, on a vraiment les autres pathologies. Au maximum, c'est 2000 pathologies. C'est vraiment lié à l'amiante. Alors l'amiante, dans les années 80-90, ça a explosé. C'est très utilisé, oui. Maintenant, on a quand même beaucoup réduit. Il y a encore des facteurs d'exposition, mais... Et donc, du coup, sous forme de graphique, si on regarde, les TMS, là, au niveau national, ça représente quand même 93% des maladies professionnelles. Donc ça, c'est au niveau national. Et puis, on peut faire un focus sur l'île de la Réunion. Donc, les données de la CGSS, alors depuis octobre 2024, en fait, donc c'est assez récent, on a vraiment les données consolidées sur 2022. Alors, 800 000 habitants, on n'a pas les mêmes chiffres. Donc, du coup, on a 275 troubles musculo-squelettiques reconnus sur 311 maladies professionnelles. Mais on voit bien quand même que ça représente une grosse partie. Et sur alors, une des spécificités de la Réunion, c'est ici, on a 28 pathologies hors tableau qui sont reconnues. Qu'est-ce qu'on appelle les pathologies hors tableau alors? Les pathologies hors tableau, là, ce qu'on a fait rentrer, c'est tout ce qui est cancer lié aux UV. En fait, on a essayé, la CGSS a essayé d'en faire rentrer un certain nombre, et l'idée, c'est de progressivement les faire passer dans un tableau vraiment spécifique, soit sur les cancers liés au travail, soit, mais en tout cas, apparaît ici quand même les UV, et ça reste trop important, 28 pathologies hors tableau, c'est beaucoup. Si on regarde en termes de pourcentage, à La Réunion, donc précédemment au national, donc 93% des pathologies, c'était des TMS. Nous, à La Réunion, on est à 88% de pathologies professionnelles sont des TMS. Et puis, on retrouve donc nos 28 maladies hors tableau. Ça représente quand même 9% de toutes les pathologies professionnelles. En gros, une personne sur 10 qui a une maladie professionnelle a quand même potentiellement un cancer lié aux UV et à l'environnement extérieur, et donc à cette exposition à ces rayonnements électromagnétiques dangereux pour l'organisme. C'est ça. Et du coup, avant de terminer quand même juste sur l'évolution, parce qu'il y a un petit progrès, on a les données de 2021 aussi. Et en fait, on s'aperçoit qu'en 2021, il y avait 327 TMS déclarés. Et puis 2022, on est à 275. Donc il y a quand même une diminution relativement importante. Les maladies hors tableau restent stables, malheureusement. Mais les TMS diminuent. C'est au moins l'impact des mesures de prévention. L'impact de la politique de prévention qui peut commencer à s'observer à travers ces premiers chiffres. Mais on y reviendra dans une autre causerie sur La Réunion. On va y revenir de façon un peu plus en détail. Oui. Jean-Noël Amato, merci beaucoup pour ce premier panorama sur cette question ô combien importante des troubles musculo-squelettiques au niveau des organisations, dans le travail, pour les salariés et pour les entreprises en général.
On se retrouve très prochainement pour une deuxième causerie pour poursuivre cette série que nous venons juste d'amorcer. C'est ça. Merci beaucoup. À très bientôt. Du coup, à très bientôt pour Merci. pour la suite. Bonne journée.